Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Voici venue l'heure de la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Sabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. La présidence de la République du Bénin a annoncé l'arrivée imminente du président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, qui est donc attendu au Bénin pour une visite d'État du 14 au 16 avril prochain. Le président du Sénat, le docteur Kalinda François-Xavier, déclare que la mauvaise politique de la haine et de l'idéologie génocidaire ne peuvent plus revenir au Rwanda. C'était à l'occasion de la clôture de la semaine de commémoration pour la 29e fois de suite du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et puis les analystes politiques et historiens affirment que 29 ans après le génocide des Tutsis, de plus en plus de voix se joignent aux Rwandais pour faire connaître la vérité sur l'histoire du Rwanda. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que selon un communiqué de la présidence du Bénin, celle-ci a annoncé que le chef de l'État, Paul Kagame, est attendu dans ce pays pour une visite d'État de 2 jours, c'est-à-dire du 14 au 16 avril prochain. Le communiqué de la présidence béninoise indique que c'est sur invitation du président du Bénin, M. Patrice Talon, que le chef de l'État Paul Kagame et son épouse Mme Jeannette Kagame Nyiramongi vont effectuer cette visite au Bénin. Au cours de son séjour au Bénin, le chef de l'État rwandais va s'entretenir avec son homologue béninois pour un tête-à-tête, suivi d'une séance de travail élargie aux membres des 2 délégations. Cette séance de travail sera donc sanctionnée par la signature des divers accords. Ce périple du chef de l'État Paul Kagame fait suite à celui de son Excellence Patrice Talon au Rwanda en 2016. Le Bénin et le Rwanda entretiennent aujourd'hui des relations d'amitié pour les renforcer. Les 2 pays ont donc signé en 2017 au Rwanda des accords dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, du service cadastral, de l'environnement et du développement durable. Le Rwanda et le Bénin, par le biais des organes de police, ont également signé des accords relatifs au renforcement de la sécurité et de la lutte contre les crimes transfrontaliers. Ces différents accords ont permis aux experts des 2 pays de travailler en commun pour le bien-être des 2 peuples, le peuple béninois et le peuple rwandais. Vous l'aurez remarqué avec cet indicatif, c'est l'actualité relative à la commémoration du génocide commis contre les Tutsis en 1994, alors que le Rwanda procède à la clôture de la semaine dédiée à la commémoration du génocide des Tutsis en 1994. Le président du Sénat, le docteur François-Xavier Kalinda, il déclare que le Rwanda ne connaîtra plus de la mauvaise politique de la haine et de l'idéologie génocidaire qui ont mené au génocide commis contre les Tutsis, même si aujourd'hui certaines personnes tentent à tout prix de ramener cette idéologie. Celui-ci, il va un peu plus loin en disant que ces derniers vont échouer de manière lamentable car les Rwandais ne sont pas prêts à réserver une place à l'idéologie génocidaire. Les détails ici, c'est avec notre confrère Nilidandi Patrick.
La cérémonie de clôture d'une semaine de deuil national consécutive au génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu ce jeudi 13 avril au mémorial des Ribeiro, ici dans la ville de Kigali. Pour la 29e année, comme chaque année auparavant, cette journée est consacrée à la commémoration des politiciens morts au cours de ces génocides, en luttant pour la libération du pays, en choisissant très clairement de se dissocier du régime qui a planifié et exécuté les génocides perpétrés contre les Tutsis. Le président du Sénat, Dr Karinda François Xavier, a déclaré à cette occasion que le génocide contre les Tutsis n'était pas un accident, mais plutôt qu'il a été pensé, planifié et exécuté par l'ancien régime. De son côté, le ministre en charge de l'unité nationale et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a souligné que les malheurs du Rwanda étaient la gouvernance de la première et la deuxième République qui s'était construite sur la politique de la division et de la discrimination, raison pour laquelle les politiciens se sont désolidarisés d'elle et qu'aujourd'hui, ils doivent privilégier la politique de l'unité des Rwandais et de la construction d'un pays débarrassé de cette mauvaise politique. Les familles des politiciens rwandais les plus connus sont fiers des valeurs qui animent aujourd'hui la société rwandaise. À titre d'exemple, Kavaruganda Julien, fils de Kavaruganda Joseph, qui était le président de la Cour constitutionnelle. Du côté du Forum des partis politiques agréés au Rwanda, tout a été mis en œuvre pour éviter au pays de sombrer à nouveau dans le piège de la mauvaise gouvernance guidée par de mauvais politiciens, a indiqué le porte-parole de ce forum. Le président du Sénat, Dr Kalinda François Xavier, a indiqué dans son allocution officielle que la mauvaise politique de la haine et l'idéologie du génocide ne peuvent plus revenir au Rwanda, même si certains tentaient de la ramener. Ils échoueront de manière lamentable, car les Rwandais ne les permettront pas. Voilà, merci beaucoup Agnelli Dandy Patrick. Toujours en rapport avec les génocides commis contre le Tutsi, on va reparler notamment de ce génocide où la France a été pointée du doigt pour son rôle et surtout le rôle que la France a joué, notamment quelques temps avant le génocide commis contre le Tutsi, ou en tout cas des signaux qui ont montré qu'il y avait un génocide en préparation s'est révélé, et c'est le général Jean Varé qui a occupé les fonctions de chef de la mission militaire de coopération au Rwanda d'octobre 1990 à avril 1993, qui, dans son témoignage, a essayé d'alerter en tout cas la présidence française pour les futurs génocidaires, mais celui-ci n'a jamais été entendu. Dans l'ouvrage intitulé « Souviens-toi », il a été réalisé donc par le journaliste Laurent Larcher qui nous rejoint. Laurent Larcher qui s'est donc entretenu en long et en large avec le général Jean Varé. Laurent qui nous rejoint depuis l'Europe. Laurent, bonsoir et comment allez-vous? Bonsoir, merci, très bien, et vous? Voilà, alors Laurent, tout de suite, déjà, qu'est-ce qu'on apprend avec ce témoignage ou ces témoignages du général Jean Varé, plus qu'on en connaissait ou qu'on en savait déjà sur le rôle de la France ou surtout sur la sourde oreille sur les génocides qui étaient en gestation? Écoutez, ce qu'on apprend, du moins ce que le général Jean Varé dit dans ce livre, qui est au fond à la fois des mémoires, mais également comme un testament, et que dès la fin de 1990, les militaires en charge de la coopération française au Rwanda sont alertés sur la dynamique qui est en train de se mettre en place, dont l'objectif est la destruction des Tutsis. Au début de l'année 1991, le général Jean Varé, chef de la coopération militaire, est à Kigali
Et lui-même va avoir un entretien important avec le chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise de l'époque, qui lui annonce clairement son désir d'un soutien beaucoup plus important de la France, notamment sur le plan militaire, pour en finir, dit le chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise, avec les Tutsis, en ajoutant ces mots terribles, et vous savez, ça ne sera pas long, car ils sont peu nombreux. Le général Jean Jaurès, lorsqu'il entend ces mots, est évidemment sidéré, et il va faire son travail, à savoir alerter la hiérarchie, sa hiérarchie. D'abord l'ambassadeur de France à Kigali, qui n'a pas l'air de prendre la mesure du témoignage de Jean Jaurès en 1991. Et puis il va rencontrer le président Habyarimana, qui l'écoute sans prendre aucune décision au regard enfin, ne sanctionne pas en tout cas le chef d'état-major de la gendarmerie. Donc, ce qui sous-entend que le président Habyarimana n'était pas en désaccord avec ce plan dès 1991. Et surtout, ou plutôt enfin, le général Jean Jaurès alerte l'Élysée. Ces messages, ces alertes ne seront jamais entendus et à l'Élysée, mais aussi au ministère de la Coopération, mais aussi au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Coopération militaire. C'est tout à fait tragique puisque nous sommes en 1991 et si ces alertes avaient été prises au sérieux par les autorités françaises, évidemment, Paris n'aurait jamais soutenu de manière aussi systématique le gouvernement de l'époque qui était en train de préparer un plan d'extermination des Tutsis. C'était un lanceur d'alerte, au fond, qui a essayé de faire son travail et qui, pour cela, a été poussé à la démission, puisque en 1993, il n'a plus d'autorité sur les hommes, sur les militaires français envoyés au Rwanda, et il est donc plus ou moins poussé à démissionner de ses fonctions, qui sont à l'époque très importantes. C'est un général 4 étoiles, c'est donc un des grades les plus élevés de l'armée française en 1993. Alors, Laurent, vous l'avez personnellement entendu, vous avez passé du temps avec lui. Est-ce qu'après autant d'années, est-il bouleversé par notamment la révélation, les témoignages, quand il parle des propos du chef de la gendarmerie, Rwaga Filita, où il dit clairement qu'il avait demandé des armes pour exterminer les Tutsis et que ça allait vite passer. Est-ce que ces propos le hantent jusqu'à ce jour? Est-ce que vous avez senti un homme bouleversé par la lourdeur de l'histoire? Oui, et cette émotion qui le prend, qui l'étreint, a pris une autre dimension en 2021, lorsque il se trouve que le général Jean Jaurès a accompagné le président Macron à Kigali, et il est resté quelques jours à Kigali, et nous sommes restés tous les deux plusieurs jours ensemble. Et j'ai proposé au général Jaurès de venir sur un des lieux où on était en train d'exhumer des corps des victimes du génocide. Car, comme vous le savez, dans votre pays, chaque semaine, chaque mois, on exhume encore des victimes. Et nous sommes rendus sur un de ces lieux où il y avait 960 victimes qui venaient d'être trouvées. Et devant ces restes, ces ossements, ces vêtements, je l'ai senti profondément bouleversé. Parce que là, il était mis devant, je dirais, la réalité de l'extermination de 94. Et nous étions 27 ans à l'époque après les faits. Et 27 ans après les faits, il était encore devant, nous voyions il prenait la mesure des effets et des conséquences de cette extermination qui était devant lui. Et encore une fois, 960 corps. Il y avait évidemment, on voyait les traces, il y avait parmi ces corps des enfants. Et là, je l'ai senti, c'est comme si, je dirais, le concept, l'idée, l'abstraction devenait réalité. L'abstraction du génocide devenait devant lui une réalité, devant ces corps.
Et il m'a dit que s'il avait pris cette mesure, il regrettait de ne pas avoir été plus ferme dans ses relations avec l'Élysée. Il regrettait de ne pas avoir combattu les discours qui soutenaient la politique française de l'époque. Et il en éprouvait, je crois, en tout cas un immense regret. Il m'a dit si j'avais pris la mesure, parce que vous savez, c'est quand même très compliqué de prendre la mesure d'un génocide, surtout pour nous qui n'en avons pas été les victimes, ni les témoins, ni les acteurs avant 94. Jean Varret m'a dit qu'il se serait battu de toutes ses forces si il était dans l'état d'esprit qu'il était devant ces 960 Tutsis que nous venions de découvrir 27 ans après le génocide. Donc il vit avec cette idée de ne pas en avoir fait assez. Laurent, dans l'entretemps, peut-être pour terminer, dans l'entretemps, on a eu le rapport du professeur Duclerc qui est sorti et qui a établi le rôle de la France aussi dans ce génocide. Et même si certaines personnes sont restées sur leur soif par rapport déjà à ce rôle, est-ce que le général Varret, quel a été par exemple, sa réaction ou quels sont les sentiments qui l'animent aujourd'hui, même après la sortie du rapport du professeur Vincent Duclerc? Votre question est tout à fait intéressante. Je dirais cela deux choses. D'abord, ce rapport a instauré, je crois, en France, un nouveau régime de vérité. C'est-à-dire que jusqu'au rapport de Vincent Duclerc, nous étions, du moins le politique, était dans une forme de déni de ce que la France avait fait entre 1990 et 1994. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, grâce à ce rapport. Du moins dans la sphère politique, on n'est plus dans le déni. La réaction du général Varret est très positive à l'acceptation à ce rapport, très positive, d'autant que ce rapport l'a réhabilité. Il a été quand même donc conduit à la démission en 1993. Il a quitté l'armée avec cette tristesse et ces sentiments d'échec. Il n'a pas été compris par ses pairs. Le rapport Duclerc a montré qu'il avait eu raison, que si la France l'avait écouté, du moins si l'exécutif de l'époque l'avait écouté, la France n'aurait pas continué à soutenir ce régime et donc sans doute le génocide n'aurait pas eu lieu. Donc il en est très reconnaissant à Vincent Duclerc parce que c'est une réhabilitation. Et d'ailleurs, cette réhabilitation s'est manifestée lors du voyage du président Macron à Kigali, car ça a été le seul général de son grade, le seul acteur de premier plan de l'époque, des années 90, qui a été invité par le président Macron à se rendre à Kigali. Donc cette réhabilitation a été pleine et entière. Et il peut ainsi, je crois, finir sa vie en paix, en ayant le sentiment d'avoir fait ce qu'il a pu et surtout d'avoir rétrospectivement la reconnaissance des autorités françaises aujourd'hui pour ces alertes d'hier. Et c'est aussi un message pour demain. C'est-à-dire qu'il incarne aussi, auprès, je l'espère, de l'armée et des politiques, mais aussi des Français, cette exigence de témoigner de la vérité, malgré des discours malgré, je dirais, un exécutif qui ne veut pas l'entendre, cette exigence de rendre justice à la vérité de manière à éviter des catastrophes comme celle de 94. Voilà, merci beaucoup pour ces témoignages. Je rappelle que vous êtes Laurent Larcher, journaliste français. Vous avez donc publié l'ouvrage intitulé « Souviens-toi » avec le témoignage notamment du général Jean Varret qui a donc occupé les fonctions de chef de la mission militaire de coopération au Rwanda d'octobre 90 à avril 93. Merci beaucoup Laurent Larcher pour ce témoignage combien poignant, mais finalement aujourd'hui le général Varret qui se sent rétabli. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Voilà, restons sur le continent européen avec notamment les politiques et historiens qui affirment que 29 ans après le génocide commis contre les Tutsis, de plus en plus de voix se lèvent aux côtés du Rwanda pour dénoncer le génocide commis contre les Tutsis, mais surtout le faire savoir à ceux-là qui le connaissent moins. Et c'est en tout cas les propos d'Ernest Sagaga d'Ibuka Belgique qui indique que malgré tout, le génocide des Tutsis reste un fait indéniable de notoriété mondiale. On va le suivre ici, donc Ernest Sagaga de Ibuka, France. De façon générale, on peut dire que je pense que l'information sur le génocide commis contre les Tutsis devient de plus en plus à la portée de tout le monde, en tout cas de la part des membres de la diaspora rwandaise en Europe, mais également aussi des communautés dans lesquelles nous vivons. Il y a eu depuis la fin du génocide contre les Tutsis beaucoup de livres qui ont été écrits en français, en anglais et dans d'autres langues européennes. Mais également, il y a des activités chaque année, des colloques, mais également des commémorations à travers le pays, à travers nos pays ici en Europe. Et ce sont des occasions pour nous de renforcer l'information, de mettre l'information à la disposition aussi bien des membres de nos communautés rwandaises, mais également du public en général. Et de la même façon, il y a maintenant de plus en plus d'hostels commémoratifs qui sont érigés dans plusieurs pays en Europe. Elles représentent également un outil de communication et d'éducation à l'intention, bien entendu, des Rwandais qui vivent dans ces pays, mais également à l'intention du public en général. Je pense que, de façon générale, le génocide commis contre les Tutsis devient effectivement, dans l'esprit de tout le monde, un fait de notoriété publique, comme l'a jugé le tribunal d'Arusha il y a plusieurs années de ça déjà. Voilà, on poursuit avec l'actualité en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis, mais cette fois-ci beaucoup plus au niveau de l'unité et réconciliation avec la population du district de Rusizi. Nous sommes à l'ouest du Rwanda. Celle-ci déclare être déterminée à pérenniser l'héritage d'unité et réconciliation légué par le regretté abbé Ubald Rugirangoga dans cette région du Rwanda. Celle-ci affirme que ce programme a permis d'asseoir la coexistence pacifique dans cette partie du pays. Les détails ici, c'est avec notre confrère Jean Damascène Manishimwe. Jean Yamuragier est rescapé du génocide contre les Tutsis dans l'ancienne préfecture de Kyangugu, c'est à l'ouest du Rwanda. Il a perdu 3 enfants et son épouse. Survécu in extremis, il ne croyait pas qu'il parviendrait à pardonner aux génocidaires. Je me disais qu'écoute, je devais me venger, comme ils ont tué mon épouse et mes enfants. Nicolas Nikouzé a lui participé au génocide et a été emprisonné pour cette raison. En prison, les détenus ne faisaient que nourrir davantage l'idéologie de la haine. En prison, nous nous disions que les FDLR viendraient nous libérer. Ceux qui avaient les postes de responsabilité dans le temps nous empêchaient de dire la vérité, disant que si nous le faisons, nous serions tués. Le premier qui a plaidé coupable était toujours persécuté en prison. Et on qualifiait Kambanda, l'ancien premier ministre, d'idiot, comme il avait plaidé coupable aussi. En 2000, l'abbé Ubald Rugirangoga a initié la politique d'unité de réconciliation en vulgarisant les enseignements visant la thérapie spirituelle. Avec ce programme, nombreux ont plaidé coupables et demandé pardon de leurs crimes, tandis que les rescapés du génocide ont réussi à pardonner. Avec les enseignements de l'abbé Ubald, nos cœurs se sont apaisés et petit à petit, nous avons pu pardonner. Nous sommes résolus, personne ne viendra nous désorienter encore une fois
et nous éduquons nos enfants en les invitant à choisir uniquement le bien. Malgré le décès de l'abbé Hubert de Rugirangoga en 2021, ces habitants de la paroisse de Mouchaka tiennent beaucoup au programme d'unité de réconciliation et s'engagent à perpétuer les valeurs de la concorde, de l'amitié et de la fraternité. Ce programme de sensibilisation de la population à l'unité et à la réconciliation s'organise en 7 phases successives. Cet élément marque la fin de notre édition de la soirée. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de vous rappeler les principaux titres qui ont composé notre édition. Avec le président de la République, Paul Kagame, qui est attendu à Cotonou au Bénin, selon un communiqué annoncé par la présidence de la République béninoise. C'est une visite d'État du chef de l'État Paul Kagame qui devrait s'étendre sur 2 jours, c'est-à-dire du 14 au 16 avril prochain. Le président du Sénat, le docteur Kalinda Jean-François, déclare que la mauvaise politique de la haine et de l'idéologie génocidaire ne peuvent plus revenir au Rwanda. Déclaration faite alors que le Rwanda a clôturé la semaine de commémoration du génocide commis contre les Tutsis il y a de cela 29 ans. Et puis les analystes politiques et historiens affirment que 29 ans après le génocide des Tutsis, de plus en plus de voix se lèvent et se joignent au Rwanda pour faire connaître la vérité sur l'histoire du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Voilà tout pour cette édition. Grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Caritas Ouera. Je vous dis grand merci à vous tous de rester fidèles à nos programmes. Je suis Eddy Sabiti, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous.